Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Bonjour Rachel Kahn. Bonjour. Alors vous êtes éditorialiste, essayiste, spécialiste de droit international, en plus d'être actrice, scénariste, réalisatrice, et vous avez récemment publié aux éditions de l'Observatoire un livre sur votre engagement politique, pourrait-on dire, qui est intitulé Encore debout, sous-titré La République à l'épreuve des mots. On va revenir dans un instant sur cette situation en France, mais d'abord je voudrais commencer par m'adresser à la juriste que vous êtes, spécialisée donc en particulier dans le droit international et humanitaire. La Cour pénale internationale, on le sait, a récemment émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou, son ancien ministre de la Défense Galante, mandat d'arrêt qui concerne aussi le chef de la branche armée du Hamas, les deux camps étant ainsi renvoyés dos à dos. Comment est-ce qu'on en arrive là, Rachel Kahn, juridiquement, vous qui êtes du sérail, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Moi, écoutez, déjà, je veux vous dire que je me suis véritablement engagée dans l'apprentissage de ce qu'était le droit international il y a plus d'une vingtaine d'années. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Et les étudiants en droit international, notre promotion en droit européen, en droit de l'homme, droit humanitaire et droit international, on était un peu raillés parce qu'on croyait en fait au droit international et on était raillé par les autres, peut-être qui faisaient, je sais pas, du droit des affaires, du droit privé, vous voyez, des choses très plus concrètes. Et en fait, ils se moquaient de nous pour nous dire que, en gros, le droit international n'existait pas. Et moi, enfin, on était nombreux malgré tout à y croire et à croire à la beauté de ce droit, c'est-à-dire le droit des gens, l'héritier du droit des gens, celui qui est pour les opérations de maintien de la paix, celui qui est pour des valeurs humanistes, universalistes, évidemment pour que les inégalités à travers le monde soient réduites au possible et soient sanctionnées lorsqu'il y a des exactions. Ce droit qui croit aux valeurs qu'on appelle du jus cogens, c'est le droit les plus imprescriptibles, c'est-à-dire notamment les détentions arbitraires, les viols de masse, les génocides, les crimes contre l'humanité, les violations du droit de la guerre. Pardon de cette introduction un peu longue, mais c'est pour vous expliquer ma démarche et ma croyance au départ sur ce droit international. Or, il s'avère que concernant notamment ce qui se passe depuis le 7 octobre, j'ai acté intimement, personnellement, que le droit international est mort. La première des raisons, c'est que l'ensemble de la communauté internationale, on parle souvent de communauté internationale, mais de manière très concrète, lorsqu'on regarde le réel en face, cette communauté internationale n'existe pas, celle qui va vers justement le bien-être de nos humanités, une humanité qui dépasse justement ces actes de barbarie. Le fait que dès le 8 octobre, il y ait de nouveaux bombardements sur Israël et que pendant tout le mois d'octobre, finalement, on a eu affaire à du négationnisme, du révisionnisme, de la disqualification du seul État juif au monde et du plus petit État au monde, et qu'il n'y ait aucune communauté internationale pour défendre ce pays-là, qui est ce pays refuge. Déjà, ça montre à quel point le droit international dans ses valeurs est complètement dévoyé. Ensuite, pour répondre maintenant à votre question sur la CPI, sur la Cour pénale internationale, bon, déjà, la demande de Karim Khan il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mai, justement, de permettre finalement ces mandats d'arrêt, la consécration de ces mandats d'arrêt à la fois pour 3 chefs terroristes et pour 2 leaders d'un pays démocratique, ça me semblait plus qu'étrange, ça me semblait être un acte à la fois de communication et un acte politique. Après, il s'est passé des choses maintenant. On a appris que Karim Khan est quand même accusé aujourd'hui d'agression sexuelle et de viol. Alors, je ne sais pas, en tant que juge, un citoyen lambda, bon, c'est affreux, mais il n'a pas des responsabilités, notamment une responsabilité juridique. Je pense que la légitimité aujourd'hui de Karim Khan est remise en question par rapport justement à son accusation personnelle. Comment on peut être juge tout en violant de l'autre part non seulement des femmes, mais Ouais. encore plus du droit. Euh, Ensuite, cette décision de mandat d'arrêt, effectivement, vous l'avez soulevé, hein, de mettre dos à dos les terroristes et des leaders d'un pays démocratique,
c'est une abjection. C'est une abjection et ça montre aussi un retard du droit international. C'est pour ça que je parle de la mort du droit international dans ce qu'il n'est plus à l'avant-garde et en contact avec le réel. On a affaire aujourd'hui à un droit international qui est idéologique. Idéologique par rapport au Sud global. Et cette décision, finalement, du mandat d'arrêt de Benyamin Netanyahou, c'est une décision politique. C'est une honte. C'est une honte. Et effectivement, mettre sur le même pied d'égalité les terroristes et le Premier ministre d'Israël est une honte quand on sait en plus que le terroriste qui a un mandat d'arrêt est mort et que c'est avéré par Israël. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun terroriste qui est inquiété. Et puis après, on peut regarder en creux ce que n'a pas fait la Cour pénale internationale par rapport au Congo avec plus de 6 millions de morts, par rapport à la Syrie avec plus de 600 000 morts, par rapport à la Chine, par rapport à l'Iran, par rapport à l'Afghanistan. Le fait d'être dans cette obsession d'Israël montre bien la démarche politique, idéologique et à quel point on doit s'en détourner ou alors acter sa mort ou alors mettre les mains dans le cambouis et créer une véritable justice internationale. Alors, vous aviez juste rédigé, donc il y a 6 mois, vous l'avez dit, une lettre ouverte au président de la CPI, donc ce fameux Karim Khan, au moment où ces mandats d'arrêt avaient été demandés. Alors, je cite quand même les premières lignes de cette lettre, hein. Monsieur le procureur général de la CPI, je me permets de vous écrire, partageant le même nom de famille, entre virgule, sujet à ricanement, ce qui crée un certain sentiment de proximité. Voilà, ça c'est la touche d'humour. Je ne m'étendrai pas ici, disiez-vous, sur le fait que vous contribuez involontairement à alimenter, involontairement, il faut voir encore, à alimenter l'antisémitisme en mettant sur un pied d'égalité Netanyahou et le Hamas. Si l'on devait fournir des arguments aux haineux, votre demande de mandat d'arrêt conjoint en serait un parfait exemple. De toute façon, tribunal ou non, droit ou non, Israël est coupable depuis des millénaires et encore plus depuis le 7 octobre, car certains diront que le pogrom ne tombe pas du ciel, n'est-ce pas? Cette culpabilité d'Israël, a priori, c'est ça, c'est finalement le contraire du droit, une culpabilité a priori. Est-ce que vous avez reçu une réponse de Karim Khan? J'imagine que non. J'ai reçu un silence qui ne dit mot consent, selon l'adage juridique. Non, j'ai reçu un silence, mais voilà, c'est-à-dire que cette justice internationale qui reste une utopie, lorsque l'on voit que 65% des décisions prises à l'ONU sont contre Israël, bon, on sent en fait que cet État a dérangé et dérange encore. Et alors, effectivement, la composition de cette Cour dépend précisément de la composition politique, si je puis dire, des États et des nations, ce qui explique que, effectivement, ça devient une sorte de bras juridique Un des bras Nations Unies. juridique. C'est un bras juridique. Alors, la problématique, c'est que finalement, il y a la question du mandat d'arrêt, qu'il y a la question du jugement, mais que lancer un mandat d'arrêt, comme Karim Khan l'a fait, c'est un verdict politique. Et c'est pour ça que, avec cette suspicion et ce mandat d'arrêt qui est un acte fort, finalement, ça pèse aussi sur l'ensemble des Juifs du monde, par ailleurs, et ça alimente cette idéologie qui est aujourd'hui profondément antisémite et motrice de la haine du Juif. Alors, encore un mot là-dessus, puis après, on va passer à la France. De manière plus générale, comment est-ce que le droit international, le droit de la guerre, qui s'est constitué quand même récemment, vous l'avez dit, hein, puisque quand vous avez commencé, ce n'était pas quelque chose de forcément très courant, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale. Ce droit est une arme à double tranchant aussi, puisque certains disent, par exemple, que s'il avait été appliqué pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés auraient été condamnés pour les bombardements, etc., pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Il y a quelque chose qui ne va pas fondamentalement dans cette démarche. Mais vous savez, exactement, puis pour compléter vos propos, il y a aussi quelque chose qui ne va pas dans cette démarche lorsqu'on regarde l'histoire et le réel en face. On a la France, alors on a au Conseil de sécurité, nous avons la Russie, parce qu'à un moment donné, on pourrait parler de ce qui s'est passé en Russie pendant des décennies et des décennies, et encore jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la Chine,
là aussi, c'est assez singulier en matière de défense de la paix, de la liberté et des droits fondamentaux. Et puis, nous avons la France quand même, si on se regarde en face. euh, la France a collaboré et la France était un pays colonial. Elle se retrouve au Conseil de sécurité. La France pense qu'elle a gagné la Seconde Guerre mondiale. Euh, Pardon, mais on a tous eu des grands-parents qui ont été dénoncés par leurs voisins et qui ont vécu le régime de Pétain. Donc voilà. Et puis moi, de l'autre côté, avec mon origine africaine, alors aujourd'hui, on va faire tout un flanc de la colonisation, etc., parce qu'on est à la fois mal à l'aise et avec une sorte de culpabilité mal placée. Mais la France n'a pas véritablement de leçons à donner euh, par rapport à son histoire, je crois, sur les questions de colonisation et de Shoah et d'esclavage. Alors, vous dites le droit L'actualité, international. vous savez, il y a quelque chose, hein, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, et pardon, on est dans le mosaïque, donc je me permets, ce qui se passe aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, c'est quand même les conséquences de tout ça. Donc que la France se permette de donner des leçons sur les droits fondamentaux, c'est quand même assez cavalier. Voilà, la France qui se déclare pays des droits de l'homme. Donc, Oui, on va pas épiloguer là-dessus. Rachel Kahn, le droit international est mort, dites-vous. oui, bah Mais oui. vu la situation générale, géopolitique, est-ce que cette utopie-là n'est pas une vraie utopie au sens propre? C'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir un droit international pour l'heure, en tout cas. Oui, en fait, le droit international est mort pour la simple raison qu'il est devenu obsolète. Il est en retard de 50 ans. Donc aujourd'hui, notamment avec le numérique, les réseaux sociaux, déjà la question des frontières est une question à repenser. Lorsque nous avons ces réseaux sociaux avec des ingérences étrangères via les réseaux sociaux et que le droit international ne traite pas de cette question, c'est un sujet. Alors même que selon les textes des années 60-70, on était sur la question des souverainetés territoriales. Aujourd'hui, la souveraineté territoriale est passée sur quelque chose d'immatériel et de numérique. Bon. Ensuite, avec des ingérences étrangères, notamment en France, que l'on perçoit de plus en plus ardemment. Ensuite, il est en retard de 50 ans parce que le droit international ne traite pas de la question du terrorisme. Le terrorisme qui a fait plus d'1 million de morts depuis les années 70. Donc, il s'avère que c'est le plus grand crime contre l'humanité que nous ayons vécu. Et vous voyez, par rapport à la CPI, par exemple, que Karim Khan ne traite pas de cette question, c'est quand même un aveu que ce droit international n'est plus en phase avec le réel et donc ne protège pas l'ensemble des citoyens que nous sommes à travers le monde. Et Alors venons-en à, je pense aux musulmans en premier lieu, hein, puisque ce sont les premières victimes du terrorisme islamique. venons à votre livre qui parle de la situation en France. Donc son titre, je l'ai dit, Encore debout, c'est un plaidoyer en faveur de la République, une et universelle, et de sa devise, liberté, égalité et fraternité, en faveur de la laïcité notamment, de la libre expression, de l'humanisme et aussi de l'humour. Alors vous renvoyez dos à dos les extrêmes, vous récusez aussi le centre, qu'on pourrait appeler le centre mou, ainsi que ce que vous appelez aussi le pas de vaguisme, hein, Oui. le pas de vague, ne faisons pas de vagues. Vous vous dressez finalement ainsi contre la quasi-totalité de l'échiquier politique. Est-ce que vous pensez que votre voix aujourd'hui en France peut encore être entendue? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore vous écouter, vous entendre? Moi, j'ai l'impression que justement, la problématique, c'est plus qu'il y a une séparation entre nos dirigeants ou les représentants politiques et nous en tant que citoyens. C'est-à-dire que lorsque je parle, je vais dans toutes les régions, etc., et j'ai le sentiment que nos concitoyens sont en phase. On n'a plus véritablement, enfin, on a le sentiment en tout cas que nos représentants à l'Assemblée nationale ne nous représentent plus. Ils sont plutôt dans alors, il y a la démarche égocentrique, la démarche de parti, la question des places, d'arriver au pouvoir, au gouvernement. On a même une Lucie Casté qui est Premier ministre imaginaire et encore aujourd'hui, puisque là, on est en discussion sur le budget avec une probable motion de censure et
toute la gauche qui parle encore de Lucie Castet. C'est une personne qui vient de nulle part, c'est-à-dire l'antidémocratie Ouais, absolue. c'est la personne qui avait été désignée donc, par le Front de gauche pour être Premier Exact. ministre. Bon, pour ceux Mais qui on en, ne suivraient pas de près, parce que Lucie Castet, effectivement. mais on en parle encore, donc Oui, 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 c'est oui. quand même quelque chose de... Enfin, par rapport à l'idéal démocratique, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et je trouve que cette scission, en fait, entre nous, citoyens, qui essayons justement de réparer la société, de dialoguer, de faire savoir certaines choses, et les leaders politiques qui sont sur des questions de place, de poste et de qui va diriger quoi, est assez effrayante et surtout, elle nous fragilise. Elle nous Mm. fragilise. Le fait qu'aussi qu'à l'Assemblée nationale, nous ne parlions plus le même langage, donc on a la sensation d'une forme de bruit, de brouhaha permanent, qui ne font pas avancer les dossiers, qui ne font pas avancer nos sujets. Je pense évidemment à la question, j'en parlais tout à l'heure, des Antilles, mais aussi la question de la haine du juif, la question de l'entrisme terroriste via les frères musulmans. Enfin, toutes ces questions-là semblent un peu mises de côté. Alors, je voudrais quand même vous rappeler, vous représenter un petit peu, même si on vous connaît bien maintenant. Vous dites dans votre livre, vous avez quelques lignes pour vous présenter, donc j'en profite parce que comme ça, c'est vous-même qui le faites par ma voix. Ma mère est juive polonaise, cachée pendant la guerre. Mon père sénégalais et gambien, de culture animiste, catholique par ma grand-mère, suite à l'évangélisation, et musulman par mon grand-père, suite à l'islamisation. Bon, ce qui fait que vous avez été attaqué, notamment depuis votre livre précédent, qui s'appelait Racé, qui est paru il y a près de 4 ans maintenant, et vous écrivez dans Encore debout, pour l'extrême gauche, je suis raciste et islamophobe. Pour l'extrême droite, je suis un peu woke, un peu gauchiste. Pour les deux, j'ai en commun d'être une banania. Vous subissez, Rachel Kahn, finalement, donc à la fois racisme et antisémitisme. Comment ça se traduit concrètement dans votre vie personnelle et professionnelle? Quelles conséquences ça peut avoir? Les conséquences, c'est que finalement, ça me permet d'être libre. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit des attaques, c'est vrai qu'on a, enfin, je parle de manière générale, peut-être que la première réaction, ce serait un repli intime et personnel, un repli aussi peut-être identitaire, c'est qu'on nous pousse aujourd'hui à nous replier, à nous radicaliser, mais j'ai choisi en fait d'enjamber tout ça, en fait de rester libre, de rester, enfin, peut-être tenter de rester la meilleure version de moi-même pour voilà, enjamber le bruit, enjamber les menaces, enjamber les disqualifications, enjamber les calomnies aussi qui circulent sur le net à plein. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui par rapport notamment aux Juifs, mais aussi ça peut être par rapport aux Noirs, par rapport à tout ce que nous sommes. Dès que ça ne plaît pas, de toute façon, on est disqualifié. Mais tout ça, ça ressemble finalement aussi à Israël. C'est-à-dire que lorsque l'on voit que ce pays-là, qui est un pays magnifique, plein d'espoir, plein de richesse, de démocratie, où personne n'est d'accord entre eux, mais véritablement mosaïque, avec plein d'origines différentes, il n'y a aucun citoyen israélien qui a le même grand-père, grand-mère, enfin en tout cas par rapport aux origines. Donc c'est véritablement cette mosaïque-là. Euh, moi, euh, ne pas écouter en fait les disqualifications pour toujours travailler sur notre liberté. Aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, j'essaie de schématiser, mais euh, c'est que j'essaie d'être dans une sortie d'Égypte au jour le jour. C'est-à-dire comment aujourd'hui je vais pouvoir sortir justement de ces carcans idéologiques qui sont au fond mortifères et qui vous empêchent de vivre votre vie. Vous revenez justement, Rachel Kahn, d'un séjour en Israël où vous séjournez régulièrement. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé cette fois-ci? Euh, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de pertes, notamment chez les jeunes, ces déplacements de population et puis beaucoup d'alertes. Donc, beaucoup d'alertes, un peu moins de monde dans les rues, j'ai trouvé. Euh, mais malgré tout, il reste toujours à Tikva, hein, c'est donc toujours cet espoir et toujours cette lumière et toujours cette foi. Donc voilà, mais de la tristesse parce que forcément, tout le monde a perdu ou connaît quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Donc voilà, beaucoup d'orphelins. Donc cette guerre est longue et difficile et puis la calomnie internationale est insupportable. Hmm. Comment est-ce que vous voyez la situation des Juifs de France?
La situation, euh, en fait, ce qui est aujourd'hui, ce qui vient à nous, c'est beaucoup d'exigences, je crois. On doit être très, très exigeant par rapport à nous-mêmes. Ne pas baisser la tête, rester encore debout, garder la confiance et malgré tout, être éperdument lucide sur la situation, être lucide et vigilant. Donc, je vais vous dire quelque chose, c'est que l'ensemble des politiques m'ont déçu au fond. Voilà, moi j'attends maintenant des preuves de la protection des Juifs en France. J'attends des preuves parce que si d'un côté on a un antiracisme qui est le moteur de l'antisémitisme et à l'extrême droite euh, une lutte contre l'antisémitisme qui est raciste, ça ne m'intéresse pas du tout. J'attends beaucoup du centre, j'attends beaucoup de ceux qui tournent la tête et de ceux qui font l'autruche pour nous rappeler l'Autriche. Donc j'attends vraiment des actes et pas simplement des discours, plus des discours. Donc maintenant, je sais que chaque Français juif pense au regard de son humeur à cette terre d'Israël qui nous appelle, je le sais. Il ne faut pas se voiler la face par rapport à ça et c'est tout à fait rationnel. Euh, on parlait de la Cour pénale internationale tout à l'heure et du mandat d'arrêt. Et ça me fait un peu rire, c'est-à-dire qu'on nous dit oui, mais si Benjamin Netanyahou venait en France, on ne l'arrêterait pas forcément, etc. Mais à quel moment Benjamin Netanyahou va venir dans un pays où on viole une enfant de 12 ans parce qu'elle est juive? À quel moment? Il était venu quand même plusieurs fois. Dans ce pays, ça peut être nécessaire pour la diplomatie, ça peut être nécessaire pour diverses actions. Évidemment, mais en tout cas, ça sera juste une nécessité, il ne viendra pas pour son bon plaisir. Hmm. Non, on peut effectivement l'imaginer. Quand vous dites lucide sur la situation des Juifs de France, lucide surtout sur le fait que la confiance vis-à-vis des autorités ne doit pas être complète, c'est ça? Oui, puis vis-à-vis Et du aussi sur la menace, et aussi sur la menace. exactement, sur la menace, lucide sur le fait qu'il y ait de l'entrisme aujourd'hui, euh, notamment des frères musulmans, il y ait de l'entrisme au sein de l'Assemblée nationale avec des porte-paroles du Hamas et du Hezbollah qui vont carrément jusqu'à porter une proposition de loi pour abolir au fond l'apologie du terrorisme, donc qui est un aveu être lucide aussi sur le fait que nous avons une responsabilité en tant que juifs de protéger ce pays et nos concitoyens qui veulent être protégés et une responsabilité pour les faire parler et que tout le monde se dresse, qu'on soit de plus en plus nombreux à se dresser par rapport à ce qui se passe, mais ne pas tourner la tête. Et après, évidemment, on a tous un appel d'Eretz Israël, je le sais, évidemment, de protéger ce pays refuge, c'est pas pour rien. Vous dites pays refuge, ça veut dire que ce n'est qu'un pays refuge pour vous, ou il y a aussi une dimension nationale qui a un rôle positif, on va dire, pas uniquement de refuge? Évidemment, il y a un rôle, évidemment, je pensais à mes grands-parents, à toutes les personnes qui étaient en kibbutzim pour pouvoir faire pousser ces plantes, ces fruits, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cet esprit israélien, euh, de manière économique, scientifique, artistique, dans plein de domaines, et parce que justement, c'est un pays du dialogue aussi, du dialogue, de la confrontation, bien plus démocratique que le nôtre, c'est-à-dire que tant il y a d'opinions, il y a plus d'opinions que d'Israéliens, donc c'est-à-dire c'est extraordinaire, et ça fait avancer nos humanités, c'est ça qui fait avancer nos humanités, avec beaucoup aussi de choses à revoir, mais justement, c'est ça qui est intéressant dans ce pays. C'est que c'est un pays qui regarde encore la réalité en face, avec beaucoup de contradictions intérieures, ce qui lui permet d'avancer. Un pays refuge qui peut servir aussi éventuellement De boussole. de pays modèle ou de boussole pour les Boussole. autres. Exactement. Comme il l'a fait, notamment dans les grandes crises internationales, et je pense notamment pour le Covid. Après, je trouve que c'est très désobligeant et c'est très injuste aujourd'hui, notamment par rapport à la France, de se positionner ainsi, par exemple, par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine qui combat la Russie qui est alliée avec l'Iran, et ne pas faire la même chose par rapport à Israël. Parce qu'en ne faisant pas la même chose par rapport à Israël, ça renforce la Russie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Rachel Kahn, merci à de nous vous. avoir accordé cet entretien à la Avec fois joie. de votre point de vue de spécialiste du droit et aussi de votre personne, puisque vous êtes aussi une spécialiste de votre personne, si je puis me permettre, qui Mosaïque, ah, une voilà. mosaïque. Merci infiniment Merci et beaucoup. merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.